Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Le faune Barberini, sculpture en marbre, 2,15 m, époque hellénistique, 220 avant Jésus-Christ, glyptothèque de Munich. Cette sculpture est donc âgée de près de 2250 ans, et elle se porte plutôt bien. Elle évoque la part animale de l'homme à travers le portrait d'un faune, appelé satyre chez les Grecs, une créature mythologique hybride, mi-homme, mi-bête, à tronc humain et habituellement à pattes et queue de bouc. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Assez rieur, toujours prêt à prendre une bonne cuite avec ses copains dans le sillage de Bacchus, à jouer de la flûte de Pan dans les bois, et aussi à faire pan-pan ou tac-tac comme on voudra, avec sa propre flûte d'ailleurs. Phallus impudicus, qu'on appelle aussi le satyre puant. Ouf. Et ben sachez qu'on peut manger la petite partie intérieure là. Dégustation de phallus en direct, avec un peu d'huile d'olive, un peu de gros sel, idéal. Bon petit goût de champignon, rien à dire. Petit côté navet. Si vous voulez manger des phallus impudicus avec nous sur le terrain, on propose des balades et des stages en région parisienne et on a... Mon Dieu! Ce célébrissime chef-d'œuvre que nous voyons ici est donc le faune Barberini. C'est ni plus ni moins que l'original de cette statue, extrêmement copiée. Elle est conservée aujourd'hui à la Glyptothèque de Munich, un musée spécialement créé par le roi Louis Ier de Bavière pour héberger ses collections d'art grec, et ce faune en particulier, acquis au milieu du XIXe siècle par le souverain allemand, et pour lequel une rotonde spéciale fut édifiée, où il est toujours présenté d'ailleurs aujourd'hui en majesté. Récemment dérestauré par les équipes du musée, c'est-à-dire débarrassé des restaurations qui, à force de vouloir le recréer, l'ont plutôt réinterprété au cours des 2 précédents millénaires, il est tel que nous le voyons là au plus proche de son état d'origine, paraît-il, pour ce que l'on peut en savoir en tout cas. Ce remarquable travail lui a notamment ôté son bras gauche, ajout tardif, qui pendouillait de façon douteuse à travers son vêtement de peau, et son pied gauche, tous deux à droite sur cette image. Eh ben oui! Ce qui nous permet de noter au passage que ce faune n'a pas de sabots de bouc, comme sa condition le lui imposerait, mais des pieds humains dotés d'énormes orteils à l'étrange ossature renforcée. Plus homme qu'animal, notre faune donc. Aimais-je un rêve? Mon doute, amas de nuit ancienne, s'achève en maramous subtil qui, demeurer les vrais bois même, prouve, hélas, que bien seul je m'offrais pour triomphe la faute idéale de rose. Réfléchissons. Il semblerait aussi, comme l'esquisse le haut du galbe de sa cuisse, que sa jambe gauche, sur la droite de l'image, n'était pas destinée à être repliée comme elle l'est actuellement, mais qu'elle partait plutôt pour être droite et tendue vers le sol. Eh ben oui! Cela change tout, car le grand écartement auquel ce repenti de jambes repliées oblige, pour être en équilibre avec l'autre jambe, participe énormément à accentuer l'aspect érotique de la statue, qui, si elle n'avait pas les jambes aussi écartées, le serait forcément moins érotique. Ô nymphes, regonflons des souvenirs divers. Tâche donc, instrument des fuites, ô maligne syrinx, de refleurir aux lacs où tu m'attends. Sans compter que ces jambes écartées, qui firent beaucoup jaser, on s'en doute, attirent indubitablement l'attention sur les parties génitales du faune. Eh ben oui! Détaillées avec un saisissant réalisme et exposées au premier plan et à hauteur du spectateur. Mon crime, c'est d'avoir gai de vaincre ces peurs traîtresses, diviser la touffe échevelée de baisers que les dieux gardaient si bien mêlés.
Tant pis. On ne saura jamais vraiment à quoi pouvait ressembler le faune original, ni s'il montrait déjà vraiment ainsi, au premier passant venu, ses parties les plus intimes. Tant pis. Mais ce que l'on sait, c'est que les faunes n'étaient en tout cas pas des parangons de pudeur. Donc une telle posture n'a rien d'étonnant, même si elle n'est pas habituelle. La plupart des faunes endormis n'écartant pas forcément les jambes pour mieux cuver leur vin et ronfler. Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-nous. Et en plus, celui-ci renverse sa tête, très humaine, à l'exception des narines, en arrière, dans une position d'abandon que certains ont voulu orgasmique, alors qu'elle n'est sans doute que la conséquence de sa très grosse cuite. Mais alors, grosse. Merci, belle maman. Vous êtes bien aimable. Ce satyre endormi cache bien sous ce corps athlétique ses caractéristiques animales, à savoir des oreilles pointues que l'on ne voit pas, car cachées sous le bras, lui aussi replié, qui joue le rôle de repose-tête. Une queue dorsale à peine visible à l'arrière de la cuisse, sa nébride ou vêtement de peau de panthère, dont il se vêtait et dont il est ici dévêtu, et son indispensable accessoire pour aller en boîte, sa flûte de Pan, posée derrière lui. Bref, tous les éléments qui font ses attributs sont invisibles. Point ici de pieds en sabot, ni de jambes velues recouvertes d'une épaisse fourrure. Ça s'est bien passé au champ, la journée était bonne, oui. Les attributs habituels de l'animalité, donc, ne sautent pas aux yeux. Enfin, sauf justement à travers ses parties génitales généreusement exposées par le menu au centre de la sculpture, et qui semblent les concentrer tous. Eh ben oui! Certains, un peu toujours les mêmes d'ailleurs, ont voulu y voir une ode antique à la sexualité, en oubliant un peu facilement que dans le monde antique, précisément, seul un organe en érection représentait la sexualité, même et surtout chez les satyres. Et même si la position d'abandon de celui-ci ne plaide pas pour une représentation des plus vertueuses, c'est un satyre plutôt sage que nous avons là. Son abandon est l'abandon au sommeil, après une fête trop arrosée et rien d'autre. Qu'on se le dise. Honni soit qui mal y pense. Ah oui. Qu'est-ce qui vous prend, mon petit? Dès sa découverte au château Saint-Ange, sous le pontificat du pape Urbain VIII, 1623-1643, Maffeo Barberini, dont le patronyme cardinalis glissa insensiblement vers la statue, une première restauration eut lieu. C'est le Bernin que le pape commissionna pour restaurer les parties manquantes en stuc, à savoir la jambe ici à droite, représentée repliée, et le support en forme de rocher sur lequel repose le faune, support qui n'existait plus. En 1679, le stuc fut remplacé par du marbre. Au XVIIIe siècle, ce fut la jambe sur notre gauche qui fut restaurée en marbre. Comme on l'imagine aisément, de très nombreuses copies du faune Barberini ont été réalisées, très peu dans le monde antique et beaucoup à partir de la Renaissance. Parmi les copies sculptées les plus réussies, certaines sont devenues elles-mêmes des chefs-d'œuvre, ainsi celle d'Edmé Bouchardon, conservée aujourd'hui au musée du Louvre. On peut y voir le bras gauche pendant et les deux pieds, mais direz-vous, comment le faune Barberini s'est-il retrouvé au château Saint-Ange ? Mais oui, comment? Ah oui! L'explication est assez simple pour qui se souvient que bien avant d'être le château Saint-Ange, refuge des papes, ce monument de la Rome antique fut surtout le somptueux mausolée d'Adrien, 76-123, illustre empereur de la dynastie des Antonins. Ah oui! Un mausolée architecturé en forme de monumental cylindre à parements de marbre, coiffé en son sommet de jardins formant couronne, où alternaient rangées de cyprès, alignements de statues en marbre et quadrige en bronze. Eh bien, nous y voilà. Le faune Barberini était tout simplement l'une de ces statues sommitales du mausolée d'Adrien, la plus intacte, en l'occurrence, de toutes celles que le cardinal Maffeo Barberini retrouva
là-haut. Réfléchissons. S'il s'agissait de rendre à César ce qui est à César, il faudrait donc plutôt parler de faune Hadrien que de faune Barberini, puisque c'est par cet empereur que cet antique grec, déjà célèbre en son temps, fut acquis. Eh ben oui. Ce que l'on ne saura jamais, c'est la première destination de cette statue, Tant pis. probablement issue de l'école de Pergame. Était-ce un élément d'un groupe ou une statue isolée? S'agissait-il d'une offrande religieuse ou d'une œuvre purement décorative? Tout ce que l'on sait est que ce faune a roulé sa bosse, et qu'il a en cours de route perdu un bras et écarté une jambe. Ce qui lui a valu au XXe siècle le surnom assez coquin de faune Barbie. Assez malin. Couple, adieu. Je vais voir l'ombre que tu devins. Ponctuation sonore. Tiens, voilà du boudin, cœur de la Légion étrangère. À la recherche du phallus impudicus, promenade en forêt. Satire pour deux flûtes de Maurice Ohana, 1976. Claude Debussy, prélude à l'après-midi d'un faune, transcription pour piano. L'après-midi d'un faune, poème de Stéphane Mallarmé, récité par Pierre-Jean Jouve, 1950.